Attends, voilà. Non, tu mets dans l'assiette aussi, hein. Ouais. Nickel alors. Impeccable. Et bon courage. Ça y est, tu l'as trouvé. Ouais, Excusez-moi, bonsoir. Oui, c'est 3, 2. Et en bas, c'est 4. trop sur le Je t'ai crâne fait en fait Oui, derrière. oui. Et du coup, ça Il n'y me a, pas de ici. raison, si ça tenait bien à Voilà. Aline, ça doit te Oui, tenir, mais tu hein. vois, voilà, heureusement que tu vas. Parce que là, c'est j'ai mis la mousse. Non, la mousse, elle est- Hier, presque. Vous, chers spectateurs, vous allez entrer dans le secret de sa naissance. Lui ne gardera que le souvenir d'une belle dame aux longs cheveux. Au crépuscule de sa vie, il découvrira que vous avez été complice de cette quête et de son dénouement. Ses yeux n'ont parfois pas su voir, ses oreilles n'ont pas su entendre, et ses paroles se sont souvent envolées au gré des vents de la grande histoire. Au terme de sa double quête, celle du sang et de la pierre, et les caisses du monastère étaient pleines, mais elles allaient rapidement se vider. Dans mes mains, par tous les saints, est-ce bien vous? Mais oui, ma bonne Arlette, c'est bien moi.
On m'avait dit que vous aviez été trucidé par ces maudits diables infidèles de Vikings. Enlevé seulement. Et me voici de retour. En fait, Arlette, je viens te voir car j'ai un service à te demander que je ne pourrais demander à personne d'autre, car j'ai confiance en toi. Madame, vous savez que je ferai tout pour vous servir. Je le sais, ma bonne Arlette, et c'est pourquoi je suis venue te trouver. J'aimerais que tu gardes cet enfant. Je te présente Albéric. C'est votre enfant? Moins tu en sauras sur lui, mieux ce sera. Mais je ne peux rentrer à Limoges avec lui. J'aimerais que tu l'élèves, et quand il sera en âge, que tu le confies à un monastère ou un prieuré, comme celui qui est à 2 pas de ta maison. Mais madame, c'est que ça va faire une bouche de plus à nourrir? Mon époux va trouver à redire? Il ne faut pas qu'il sache d'où vient cet enfant. Tu dois être la seule à savoir. Je te ferai parvenir de l'argent régulièrement pour que vous ne soyez pas dans le besoin, mais Albéric ne doit jamais me revoir. C'est entendu. Madame, au curieux, je dirais que les moines sont venus nous confier le petit. Un enfant trouvé, trop jeune pour être oblat. C'est parfait. Je savais que je pouvais compter sur toi, Arlette. Tiens, voilà une bourse. Je t'en ferai parvenir d'autres régulièrement. Ah. Et si quelqu'un menace Albéric un jour, dis-lui qu'il aura à en répondre devant la vicomté de Limoges et la seigneurie de Ségur. Ce médaillon le protégera. Viens là, Albéric. Je vais te laisser avec tante Arlette. Comme je te l'ai dit, elle est tellement gentille. Et tu devras bien lui obéir. Je ne serai pas partie bien longtemps. Viens donc m'embrasser, Albéric. Emma pleurait à chaudes larmes dans la voiture qui la reconduisait au château de Brosse, chez son beau-frère, le vicomte Géraud. Dès le lendemain, on reprendrait la route pour faire une entrée triomphale dans Limoges. Frère Abbé, quel plaisir de vous voir entonner ce que je lui dictais. Vérifiez s'il n'a pas fait de bêtises. Nous, comtes de Crozant, seigneurs de haute marche en terre d'Aquitaine par la grâce de Dieu, faisons donation de notre domaine, dit Terra Sosteranea, à la noble institution des moines de l'abbaye Saint-Martial de Limoges. L'abbé Étienne s'était ému de l'engouement de son novice pour les bâtisseurs, et il s'en était ouvert à l'enfant. Albéric, tes écolâtres sont contents de toi. Tu progresses très bien dans les 7 arts libéraux, mais tu t'éparpilles en des activités qui ne conviennent pas à un bon moine. Tu dois honorer Dieu par ton labeur. D'habitude, ce sont les frères convers qui s'adonnent à ces activités. Les moines, eux, étudient les Écritures, les recopient, les enluminent, ils chantent des psaumes, récitent des prières. Il semble que tu ne prises guère toutes ces occupations. Après cette discussion avec l'abbé, Albéric s'était senti conforté dans sa vocation. Il s'était mis à essayer d'imiter les tailleurs de pierre. Le vicomte Guy de Limoges, atteint par la maladie,
avait décidé de se rendre en Terre Sainte pour aller prier sur le sépulcre. Quel âge as-tu? 18 ans, madame. Et tu viens du monastère de la Souterraine? En effet, madame. Tes parents doivent être bien tristes de voir partir leur enfant pour un aussi long... Dis encore qu'elle n'a pas la forme réglementaire de la croix. Pas mal. Pas réglementaire, mais je vais t'étrangler, moi, pour que tu cesses de dire de telles inepties. Ne vois-tu pas que nous touchons là, au miraculeux, à l'excellence? Oh, je n'ai vu qu'une chose miraculeuse dans le quartier. C'est la grande taverne que j'aperçois là-bas. Ah, si tu veux bien, je vais t'y attendre le temps que tu étudies chaque recoin de cette Sainte Sophie. Je n'arrive pas à comprendre comment ce dôme ne s'écroule pas. Eh bien, pour tout vous dire, il s'est déjà écroulé à plusieurs reprises lors de tremblements de terre. Qui a construit cette basilique? C'est l'empereur Justinien qui, en 532, alors qu'un des multiples séismes de la région venait de détruire totalement l'église précédente, prit la décision de bâtir en ce lieu une gigantesque basilique. Il choisit comme architecte le physicien Isidore de Milet et le mathématicien Antémus de Tralles. Il fallait bien en effet de savants calculs pour construire ce qui défie toutes les lois connues des forces et des contraintes. Ainsi, l'espace carré central fait 100 pieds byzantins de côté. Environ 60 coudées, je pense. En effet, et le dôme est à hauteur de 110 de vos coudées. Par tous les saints, c'est fabuleux. 2 demi-dômes de 30 coudées bordent le grand dôme à l'est et à l'ouest, le tout étant circonscrit dans un rectangle de 154 coudées de long et 142 de large. Et cette basilique sert-elle pour quelque office? Naturellement, notre grand patriarche, Alexis Tudite, y célèbre la messe 2 fois par semaine, et nous y couronnons également les basileux. L'an dernier, nous avons sacré ici Constantin VIII. De retour à la Souterraine, il annoncerait sa décision à l'abbé. Il ne serait pas moine et il quitterait le monastère pour devenir bâtisseur. Et puis, il avait pris une seconde résolution, mais pour celle-là, il avait moins de certitude. À son retour de Terre Sainte, il avait retrouvé Isabelle. Les guetteurs au sommet de la tour de Bridier annoncèrent l'arrivée du cortège ducal en début d'après-midi.
et Isabelle s'étaient retrouvées. J'adore ces chants. Moi aussi. C'est même la seule chose que je regrette de la vie de moine. Si j'étais resté clair, je crois que j'aurais fini chantre. Oui, mais tu chantes comme un vieux crapaud enroué. Alors tu as bien fait de quitter la cour pour venir m'épouser. Et pourquoi les ducs d'Aquitaine viennent-ils se faire couronner à Limoges? C'est la coutume depuis Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, qui était roi d'Aquitaine et qui fut couronné à Limoges. Il demeurait d'ailleurs bien souvent à Jocundiacum, dans un palais à 2 pas d'ici. Depuis cette date, tous les rois, puis les ducs d'Aquitaine sont venus à Limoges se faire couronner.
serons plus, Lucille et moi. Sachez que nos derniers temps ne furent pas aussi pénibles que vous pourriez l'imaginer. Il existe une solidarité entre les malades de la léproserie qui nous fut d'un grand réconfort au quotidien. Je n'ai pas eu le courage de vous révéler notre mal au moment de votre départ et j'ai voulu le garder secret ensuite. Vos lettres nous ont réchauffé le cœur jusqu'à nos derniers instants. Nous étions heureuses à travers vous. Je sais que vous continuerez à vivre après nous. Vos passions guideront vos pas vers de grandes réalisations. Bertrand, quand tu auras envie de jurer, pense un peu à ta mère et retiens-toi. Albéric, sache que je t'aurai aimé jusqu'à mon dernier souffle. Isabelle. Les Anglais arrivèrent devant Hastings le 13 octobre 1066 et ils s'installèrent au sommet d'une colline à 6 lieues des Normands. À l'aube du 14 octobre, les Normands se réveillèrent avant le lever du jour. Les guerriers s'équipèrent, aupes, haubères, armements. Ce serait une bataille de la cavalerie normande contre les piétons saxons. Une grande clameur monta des rangs de l'Ost de Normandie, et le signal du départ fut donné par le duc. À l'arrière des troupes de Guillaume, un groupe d'une dizaine d'hommes s'était rassemblé sur la colline de Télam, qui dominait au sud la plaine de Senlac. Après réflexion, Albéric s'était joint à ce groupe. Il avait décidé que n'ayant jamais assisté à une bataille, il était temps qu'il se risque à en voir une. En milieu d'après-midi, la situation était critique pour les Normands. Ils n'arrivaient toujours pas à rompre la ligne des Housecarls. Si la nuit tombait sans qu'ils y soient parvenus, cette journée serait une défaite pour Guillaume. Le duc ne savait plus que faire. Voyant l'inefficacité de ses archers, il ordonna que l'on lance des traits plongeants et non plus fléchants. Et ce fut l'idée qui changea le sort de la bataille. Le roi Harold reçut une flèche dans l'œil qui le fit choir de son cheval.
Voyant cela, Guillaume ordonna une énième charge de sa cavalerie. Et cette fois-ci, les chevaliers normands parvinrent à disloquer l'alignement des Hauts-Towns, probablement dépités et désorganisés par la blessure de leur chef. Le soleil se couchait sur la colline de Calbec et sur les derniers espoirs anglais. Ce fut bientôt la débandade dans l'armée des Saxons.